Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être nombreux à nous suivre sur Tchad 24 International. Au sommaire de l'actualité, après un mois de grève, les élèves des établissements publics de la capitale ont enfin repris le chemin de l'école. La rédaction de Tchad 24 nous fait vivre l'ambiance qui prévaut dans certains établissements. Reportage à suivre dans cette édition. Nous abordons également de l'agriculture avec Akuna Tirane qui se distingue par son engagement envers le travail agricole et qui récolte aujourd'hui les fruits de plusieurs mois d'efforts. Et puis 16 présumés malfrats interpellés par les forces de l'ordre et de sécurité présentés à la presse ce 11 novembre 2025. C'est tout pour les titres. Bienvenue. Après près d'un mois de grève, les élèves des établissements publics de la capitale ont enfin repris le chemin de l'école. En cette journée, nos reporters ont sillonné quelques établissements pour observer les conditions d'apprentissage des élèves. Hawa Hamid et Hissène Ahmad Ali. Des fenêtres brisées, des tables éventrées, des briques utilisées comme assises. C'est dans ces conditions précaires que de nombreux enfants suivent leurs cours dans plusieurs établissements scolaires de N'Djamena. Malgré tout, leur détermination à apprendre demeure intacte. Dans cette salle de classe délabrée, les élèves, assis à même le sol, écoutent attentivement leurs enseignants. Autour d'eux, des tables cassées, un tableau fissuré, des murs abîmés par le temps. La poussière recouvre tout, mais ne trouve pas leur soif d'apprendre. Les enseignants, eux aussi, font preuve d'un courage remarquable. Avec des moyens quasi inexistants, ils poursuivent leur mission, assurer le cours et maintenir la motivation des élèves, souvent dans des conditions qui défient toute norme scolaire. Cette réalité met en lumière le manque criant d'infrastructures éducatives dans certaines écoles du pays. Un appel urgent est lancé à l'État et à ses partenaires pour réhabiliter les établissements, équiper les salles de classe et garantir aux enfants leur droit fondamental à une éducation digne et sécurité. Pour le secrétaire général du syndicat des enseignants du Tchad, section de N'Djamena, Abdelkerim Divia, il s'agit d'un abandon de l'école par l'État. Les conditions dans lesquelles les élèves étudient au Tchad doivent être repensées. On l'écoute. Aujourd'hui, dans les établissements, les conditions ne sont pas adéquates parce qu'il y a le manque de tables bancs, le nombre des élèves pléthoriques dans les salles de classe. Et il y a des écoles aujourd'hui qui n'ont pas de portes, qui n'ont pas de fenêtres. Il n'y a même pas d'électricité dans les établissements. Et beaucoup de nos écoles n'ont même pas d'abord une bibliothèque et puis même la salle d'informatique. Donc tout ça nous concerne. Tout ça nous concerne. Nous ne faisons pas seulement que revendiquer nos droits. Non, nous déplorons et nous dénonçons aussi les conditions de nos établissements. Et à chaque fois que nous faisons des sorties, nous demandons à ce que l'État prenne ses responsabilités pour améliorer les conditions à laquelle nos enfants vont étudier. Plus loin, nous partons pour demander aussi même à l'État de recruter les enseignants parce qu'il y a un manque cruel des enseignants. Nous sommes au XXIe siècle, à l'ère où nous parlons normalement. Chaque élève devrait avoir son table-banc et il doit avoir tous des documents. Il doit avoir des matériels, surtout un ordinateur, tout ça. Donc nous, le Tchad est vraiment en retard et ce qu'il faut aussi retenir, depuis quelques années, l'État, il n'y a même pas de dotation dans les établissements. Mais ceux qui font aujourd'hui fonctionner l'école publique, je profite de votre micro pour les remercier, ce sont les parents d'élèves. Ce sont les parents d'élèves grâce à l'argent de l'APE. L'État a presque abandonné l'école tchadienne et ça, c'est une réalité qu'on est en train de vivre. Donc il doit prendre conscience parce que une nation sans école, c'est une nation qui va dans la catastrophe, une nation qui n'aura pas d'avenir. L'administrateur délégué du 9e arrondissement, Fanny Zuné, Paul, a présenté ce jeudi 11 novembre 2025 à la presse 16 présumés malfrats interpellés par les forces de l'ordre et de sécurité. La cérémonie s'est déroulée en présence des chefs de service de l'arrondissement. Maouchka Cécile, reportage. Parmi les 16 présumés malfrats présentés figurent 13 ressortissants camerounais et 3 tchadiens. Leur arrestation est le fruit d'une patrouille mixte mise en place par l'exécutif communal du 9e arrondissement afin de renforcer la sécurité. Après une série d'agressions et d'assassinats qui ont récemment inquiété la population,
L'administrateur délégué, Fangnouzoune Paul, revient sur les circonstances ayant conduit à cette interpellation. Il est de notre devoir de vérifier leur présence parmi nous et la manière où ils vivent ensemble. C'est suspect pour nous. C'est pourquoi on a voulu les ramasser et après les confier aux forces de défense pour une vérification. Qui fait quoi au Tchad ici? Et ils nous ont dit dans leur déclaration que ils travaillent ici en ligne avec Hong Kong. Hong Kong déjà c'est un autre pays, la Chine. Vous liez le Tchad à la Chine en ligne sans que le président tchadien même ne soit au courant. Pour nous, c'est suspect. Selon Alayam Dologongar, l'un des suspects, il aurait été recruté par une entreprise étrangère en échange d'une somme de 500 000 francs CFA. Et nous faisons dans le commerce, comme le collègue avait dit, c'est le commerce en ligne. Donc, moi également, c'est à travers la publicité. Parce que, comme il avait expliqué, c'est le commerce qui se passe à travers la publicité. Un autre présumé malfrat, Mousseina Moïse, rejette pour sa part toute implication et nie appartenir à un quelconque réseau criminel. Oui, ce qui m'a motivé à venir ici ou bien à me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vu à la rareté des emplois et vu encore l'opportunité qui est si importante et merveilleuse pour moi. Après la présentation, j'ai jugé bon de me lancer, pourquoi pas essayer. Pour l'heure, les enquêtes se poursuivent afin de déterminer la véracité des déclarations des suspects et d'établir leur véritable intention. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la transformation numérique au Tchad, les membres du comité provincial de gestion des plaintes renforcent leur capacité sur les procédures de gestion des plaintes. Cette formation est financée par la Banque mondiale. Dominique Didéo, correspondance. Cette formation qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la transformation numérique au Tchad, financé par la Banque mondiale, vise non seulement à outiller les membres du comité provincial de gestion des plaintes sur les procédures de gestion des plaintes, mais aussi doter ce comité de consommables bureautiques pour mener à bien sa mission. C'est une mission conjointe composée de Seibou Siri, spécialiste en développement social, et Mohamed Tahir Hassan, expert en sauvegarde environnementale, qui assurera cette formation du comité provincial, dont les membres sont les conseillers provinciaux et communaux, les délégués provinciaux et chefs de service déconcentrés de l'État, les représentants des organisations des femmes et des jeunes. Pour le chef de mission Seibou Siri, par ailleurs spécialiste en développement social, le mécanisme de gestion de plaintes est axé sur le comité. C'est pourquoi il faut outiller les membres et sensibiliser la population. Nous en profitons aussi pour mener une campagne de vulgarisation du mécanisme de gestion de plaintes du projet pour permettre à toute la population et les parties prenantes du projet de savoir saisir cette opportunité, utiliser le mécanisme de gestion de plaintes du projet. Nous allons vous donner un peu les outils pour pouvoir enregistrer, gérer et documenter les plaintes pour un suivi adéquat des activités du projet dans la province. Seibou Siri de poursuivre que ce mécanisme est une exigence internationale. C'est une exigence, ça découle de la norme environnementale et sociale numéro 10 du nouveau cadre environnemental et social de la Banque mondiale qui porte sur la mobilisation, l'engagement et la mobilisation des parties prenantes. Donc ce mécanisme de gestion de plainte-là permet donc aux communautés de poser des doléances, d'exprimer des demandes d'information ou bien de formuler des griefs à l'attention du projet. Notons que ce mécanisme de gestion des plaintes est un outil par lequel la communauté doit s'en approprier pour une transparence ainsi qu'une redevabilité de la gouvernance locale. Dans le département d'Abtouyour, province du Guéra, le cultivateur Akuna Tirani se distingue par son abnégation du travail champêtre. Il récolte aujourd'hui les fruits de plusieurs mois d'efforts sur ses 52 hectares de terre. Soutenu par l'Office national de la promotion de l'emploi ONAPE, il incarne la réussite par le travail et l'innovation tout en appelant à un engagement collectif pour relever les défis cruciaux de l'accès à l'eau potable. Sur ces 52 hectares de terre exploités, Akuna Tirani incarne la détermination et le courage d'une jeunesse rurale résolument tournée vers le développement agricole. Son engagement lui vaut d'être considéré comme l'un des jeunes entrepreneurs agricoles le plus dynamique du département d'Abtouyour. Conscient des défis liés à l'accès à l'eau dans la province du Guéra, il a entrepris une initiative audacieuse, l'acquisition d'une machine de forage. Cet outil stratégique lui permet non seulement d'assurer
d'assurer un approvisionnement régulier en eau pour ces cultures, mais aussi de répondre aux besoins de la communauté environnante. Pour la mise en œuvre de ce projet, il s'est appuyé sur l'expertise de M. Rama Hissène, spécialiste reconnu du forage dans la région. Reconnaissant du soutien de l'Office national de promotion de l'emploi, Hakuna Tiran souligne que cet appui institutionnel a été déterminant dans la réalisation de ses ambitions agricoles. Toutefois, il rappelle que les besoins en eau potable restent importants. Il lance ainsi un appel aux autorités, aux partenaires et aux bonnes volontés afin de renforcer les efforts communautaires. Voilà le résultat que nous cherchons depuis des mois. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de mon travail. Seulement, ce qui me manque ici, c'est le problème d'eau potable. Ici, nous n'avons pas de l'eau potable. Nous cherchons au moins 3 km d'ici. Donc, je demande au gouvernement de nous aider avec de l'eau potable. Sinon, ici, vraiment, cette année, je félicite aussi mes parents qui m'ont encouragé. Dans les villages voisins, les habitants saluent unanimement son esprit d'initiative. Pour beaucoup, Hakuna Tiran est devenu un modèle inspirant, symbole d'espoir et de réussite dans une région où l'agriculture demeure la principale source de substance. L'histoire d'Hakuna Tiran démontre qu'avec de la volonté, de l'innovation et un accompagnement adéquat, les défis peuvent se transformer en véritables opportunités. L'enjeu désormais est d'unir les forces pour garantir l'accès à l'eau potable et bâtir un avenir meilleur pour les communautés du Guira. Hannibal Kadhafi, fils de l'ancien guide libyen, arrêté depuis 2015, est désormais libre. Au Gabon, Noureddine et Sylvia Bongo sont jugés par contumace pour blanchiment de capitaux. En Guinée, Mamadi Doumbouya figure parmi les 9 candidats retenus pour la présidentielle. Et au Mali, malgré le blocus des djihadistes, l'école et les stations-service réouvrent. Après 2 semaines de paralysie, ce sont là quelques nouvelles internationales de ce 11 novembre 2025 présentées par Élise Magot. Soupçonné de détenir des informations sur la disparition du religieux libanais Moussa al-Sadr Halima Kadhafi, fils de l'ancien dirigeant libyen, était détenu depuis 2015. Sa libération intervient quelques jours après que les autorités libanaises ont levé l'interdiction de voyager et réduit sa caution de 11 millions à 900 000 $, une somme versée par une délégation libyenne. Selon les sources judiciaires et sécuritaires, la justice libanaise précise également que l'équipe de défense de Kadhafi a retiré la plainte déposée en octobre à Genève contre l'État libanais, dénonçant sa détention prolongée sans procédure avant son arrestation. Hannibal Kadhafi vivait en exil en Syrie avec son épouse libanaise Aline Escaf et leur enfant jusqu'à son enlèvement en 2015 par des militants libanais réclamant des informations sur le sort de Moussa al-Sadr à Libreville. C'est ouvert ce 10 novembre 2025 le procès sur détournement de fonds visant Noureddine Bongo Valentin et sa mère, l'ancienne première dame Sylvia Bongo, poursuivis pour blanchissement de capitaux, corruption et falsification de la ceinture du chef de l'État. Ils sont jugés par contumace aux côtés de plusieurs ex-collaborateurs, dont Mohamed Ali Saliou, figure de la Young Term. Tous ont quitté le pays en mai dernier après un accord présumé avec les autorités. Leur défense boycotte le procès, dénonçant une parodie de justice. L'audience prévue jusqu'au 14 novembre doit faire la lumière sur un vaste réseau de corruption attribué à la fin du régime Bongo. Arrêté après le coup d'État du 30 août 2023, Sylvia Bongo et son fils affirment avoir subi des actes de torture dans les sous-sols de la présidence avant leur départ pour Londres. En Guinée, la Cour suprême a publié la liste provisoire des 9 candidats retenus pour la présidentielle de décembre, incluant le chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya, candidat en indépendant. Alors qu'il s'était engagé à quitter le pouvoir après avoir renversé Alpha Condé en 2021, sa candidature soulève des interrogations sur ses ambitions politiques. L'exclusion des 2 poids lourds de l'opposition, l'ancien Premier ministre Lassana Kouyaté et l'ancien ministre Ousmane Kaba, alimente les doutes sur la crédibilité du scrutin.
Le processus intervient dans un climat social tendu, marqué par une grave pénurie de carburant et a entraîné la fermeture temporaire des écoles. Au Mali, malgré un blocus imposé de plusieurs semaines par les djihadistes du JNIM autour de Bamako, les établissements scolaires et les stations de service réouvrent progressivement après 2 semaines d'arrêt. Les groupes terroristes ont détruit plus de 100 camions, citernes, tué plusieurs personnes et pris des chauffeurs en otage sur les routes menant à la capitale. Par ailleurs, 3 ressortissants égyptiens ont été enlevés, un acte fermement condamné par la communauté internationale. Face à l'insécurité persistante, plusieurs pays, dont la France et les États-Unis, ont appelé leurs ressortissants à quitter immédiatement le Mali. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Tchad 24 International et à demain.